Au tribunal militaire de Yaoundé, l'audience des sessions des 26 et 27 janvier 2026 a donné une fois encore l'occasion d'entendre les témoins du commissaire du gouvernement, venant de la Direction générale de la recherche extérieure. Ils étaient plus ou moins chargés de l'établissement de la fiche de localisation et de la fiche technique, éléments importants versés dans le dossier relatif à l'affaire Martinez et Zogo. Nous sommes là pour la recherche de la vérité. Je voudrais vous dire que mon client, M. Eko Léopold, est ici sur dénonciation du DO Danoué. Nous avons toujours clamé que nous ne connaissons pas cette histoire et 20 témoins ont été déjà entendus. Aucun des témoins n'a directement ou implicitement même impliqué M. Eko Léopold. Il vous a dit, si on ne s'était pas précipité, la DGRE avec ses moyens aurait pu faire avancer pour trouver les qui, quoi et comment Martinez a trouvé la mort. Jusqu'à présent, à mon avis, nous ne sommes pas encore au cœur de ce qui s'est passé. Nous sommes encore là, on essaye de comprendre comment peut-être les préparatifs ont pu se dérouler. Parce que le côté technique qu'on ne fait que depuis le passage du CTN, de chef DSE, aujourd'hui de ce témoin qui était également la DSE, c'est un côté technique qui en réalité, nous tournons sur le fait de savoir est-ce que c'est comme ça que ça se passe, est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais il y a une chose que tout le monde doit comprendre et que nous avons compris depuis, nous sommes dans un service de renseignement, nous avons des hiérarchies dans ce service de renseignement et vous vous en êtes rendu encore compte aujourd'hui. Parce que le témoin qui vient, il vous dit clairement qu'il est un technicien. Au-dessus de lui, il a des chefs. Et que quand un chef lui donne un ordre, il exécute d'abord. Globalement, les questions posées avaient un rapport avec le fonctionnement interne de la DGRE. Les témoins de ce jour, c'est dans la même avancée. Sur le plan technique, il vous explique comment ça doit se passer. Vous allez vous rendre compte que tout a été galvaudé. Ils ont arrêté leur basse manœuvre. Malheureusement, ils disent qu'il n'y a pas de procédure. Ils ont vu que d'usage, que c'est faux. Il y a 2 décrets dans le sens de l'organisation de la DGRE, dans le sens des procédures. Ils le reconnaissent. Vous savez, à la DGRE, il y a un système de cloisonnement. Le cloisonnement voudrait qu'un directeur ne s'adresse pas directement à son homologue de l'autre côté. Ça doit passer par le DG et le DG renvoie à la structure. Des procédures qui ont été galvaudées. Moi, je trouve ce genre de témoignage assez véridique pour qu'on se rende compte de comment ça fonctionne dans un corps hiérarchisé. Le reste là, c'est de l'habillage. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la vérité d'un côté, une autre vérité de l'autre, mais en réalité, quand on entre dans la pratique, ce n'est plus tellement un formalisme rigoureux. Beaucoup d'interrogations autour de l'établissement de la fiche de localisation et de la fiche technique ayant servi à la filature de Arsène Bani-Zogo. Il est reproché d'abord à mon client, M. Saïwan, d'avoir demandé la production de la fiche de localisation. Et je voulais peut-être m'attarder sur cette petite notion qui, d'une certaine manière, peut perdre les gens en conjecture. Dès lors, quand on parle de fiche de localisation, il s'agit d'abord d'un repère BTS, c'est-à-dire une antenne de relais. Alors, l'antenne de relais peut couvrir une surface allant sur plusieurs kilomètres. Nous avons voulu démontrer que cette fiche produite seule ne pouvait pas permettre de localiser la cible appelée Martinez Zogo. Cette seule fiche ne pouvait pas. Et d'autres personnes, plus techniciens encore, ont révélé que pour que cette fiche puisse techniquement avoir de l'impact, il faudrait associer un autre appareil qu'on appelle le IMSI Catcher. Le IMSI Catcher qui est chargé, quant à lui, de réduire la circonférence de recherche. Peut-être pas pour arriver sur la cible, mais pour réduire la circonférence de recherche.
Cela étant dit, nous avons démontré que notre client, jusqu'ici, n'a rien à voir. Ou tout au moins, comme je l'ai dit la fois dernière, le document produit, appelé fiche de localisation, n'a pas été efficace dans la filature de Martinez Zogo, qui a même commencé longtemps avant la production de ces fiches. Voilà la mise au point. Ce qu'il a dit confirme exactement ce que les présidents témoins de la DGRE, M. Elong et Mme Moudier, qui étaient de hauts responsables du service, ont dit. À savoir qu'il y a un minimum de traces dans toute opération de la DGRE. Il y a un ordre d'opération qui est fait. Et lorsqu'on doit recourir aux moyens électroniques, c'est-à-dire pour avoir le suivi de quelqu'un dans le cadre d'une mission de la DGRE, eh bien, il faut absolument une réunion des responsables concernés et pour avoir la localisation, notamment, il faut que la directrice des services électroniques donne son autorisation. Or, il est ressorti des précédentes auditions que les deux officiers que l'un des accusés, l'accusé principal est allé voir pour obtenir la localisation de M. Danwé, ont fourni ces fiches sans en référer à leur chef. Ils le reconnaissent. Le débat a mis en exergue quelques divergences dans le fonctionnement des organes de la DGRE et surtout la manière dont les missions sensibles sont confiées et exécutées. D'où l'idée que certains accusés étaient acculés. Non, on n'accule pas mon client. Au contraire, elles sont dans cette ligne de défense, c'est-à-dire dans le respect des ordres de la hiérarchie. Ça veut dire que celui qui a eu à être auditionné aujourd'hui vous a dit « je exécute les ordres de mon chef ». Les éléments qui sont qui sont de la DO, vous disent également « nous exécutons les ordres du directeur de la DO ». Où est quand vous dites qu'on a acculé mon client, il n'est nullement acculé. Encore que je vous le dis encore, c'est un militaire, c'est un gendarme et comme directeur des opérations, depuis le début, j'ai l'impression que vous n'êtes pas rendu compte qu'il assume le fait que ceux qui sont sous ses ordres, qui ont reçu des instructions, qui sont partis de son niveau, c'est la même chose que ceux qui sont également au niveau supérieur. À un moment, il faudrait bien qu'ils assument leurs responsabilités. Lui, il ne se dédie pas. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas donné une instruction à telle ou telle personne. Un subalterne ne demande pas à son chef pour le pourquoi d'une instruction. Qu'on arrête de tourner autour du pot. Nous savons tous ce qui s'est passé et nous allons vers là. Pour l'instant, c'est des à côté qui ne nous apportent pas grand-chose. Pour les conseils de l'ancien patron de la DGRE, les récits des témoins sont suffisamment cohérents. On veut jeter un trouble sur la vérité, notamment le conseil de cet accusé qui veut faire croire que parce qu'on est à la DGRE, il n'y a aucune règle. Ce n'est pas vrai. Et on veut parler de manuel de procédure, cela n'a aucune importance que ce soit puisque tous les agents sont formés, ils ont des règles à la fois écrites et orales chaque fois qu'ils doivent agir. Et concernant justement le témoin du jour, il a dit que lorsqu'il est arrivé dans le service électronique, sa directrice lui a dit qu'aucun tiers ne peut intervenir dans notre dos sans notre consentement. Et par conséquent, quand on veut faire croire qu'il n'y a pas de règles, c'est absolument le fait de quelqu'un qui s'est noyé parce que son conseil reconnaît que son client ne va pas sortir indemne. Mais il veut entraîner dans sa chute. Donc, l'un des problèmes dans l'affaire Martinez Zogo, c'est entre autres le caractère particulier du travail des services de renseignement impliqués. Ce facteur peut rendre difficile la manifestation de la vérité. Je vous le dis, je l'ai dit depuis l'entame de ce procès. Je vous ai encore dit à l'époque que ce procès a été une grossière erreur. Mais en réalité, ce procès arrive là parce que les gens ont voulu se saisir du cas Martinez Zogo pour régler des comptes. Vous êtes des journalistes, vous savez ce qui s'est souvent passé avec les journalistes. Je ne vous apprends rien du tout. C'est pas un secret dont nous le savons tous. Donc ça, c'est des petites choses. C'est pour vous dire d'ailleurs, la filature ou le fait qu'un journaliste soit sous occupe, on vous dit depuis des années, 6 ans pour Martinez et autres, ça se fait quotidiennement dans cette maison-là. Donc il n'y avait rien de grave ou de particulier dans cette mission. La seule chose, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Il faut qu'on comprenne pourquoi il y a eu cette mort d'homme. Et nous tous, nous voulons savoir. Et c'est là le véritable problème. Au stade actuel du jugement, le Conseil de l'État, civilement responsable, soutient qu'il y a eu manifestement des dysfonctionnements dans le déploiement des agents de la DGRE.
Je pense que dans l'opinion, qu'elle soit opinion publique nationale ou qu'elle soit l'opinion publique internationale, tout le monde a mis en cause la responsabilité de l'État du Cameroun, en s'appuyant sur le fait que les personnes qui avaient agi, les mains qui avaient agi sur le terrain, étaient originaires de la DGRE. Ce qui est sûr, c'est que leur appartenance professionnelle à cet organisme spécialisé de l'État du Cameroun n'est pas contestable. En revanche, au fur et à mesure des audiences, il se construit, je pense, petit à petit, une trame, la trame de ce qui a pu se passer véritablement et qui, à mon avis, risque d'être la vérité ultime que nous allons retenir. À savoir que même si ces personnes sont effectivement de la DGRE, il y a eu de toute évidence une constante. Il y a une constante qui revient tout le temps, c'est qu'il y a eu un non-respect des consignes. À l'audience des sessions de ce mois de février, on va poursuivre l'audition des témoins du ministère public, dans l'espoir que le tribunal présidé par le colonel Jacques Baudouin Missenjone tirera les différents récits des éléments nouveaux.